Savoir et comprendre les plus récentes nouvelles qui nous touchent. Alexandre, questionné complètement sur autre chose par un banquier européen, Donald Trump fait un grand détour et, croyez-le ou non, au Forum économique de Davos, revient à une salve très, très dure anti-Canada. Oui. D'abord, que les États-Unis n'ont pas besoin là, des produits canadiens. Que Donald Trump, d'ailleurs, a insisté encore une fois à nouveau que le Canada n'est pas un bon partenaire commercial. Il y a un déficit commercial très élevé. Il a réitéré aussi, il était en virtuel là, au Forum économique de Davos, il a réitéré son idée de faire du Canada le 51e État. Et oui, il a écorché le Canada, mais il a aussi envoyé un message clair à tous les autres pays du monde en disant « Venez faire des affaires aux États-Unis. Installez vos usines aux États-Unis. Vous allez avoir là, des bons prix, des bons crédits, quoi que ce soit. Mais si vous ne le faites pas, c'est votre droit, c'est votre prérogative. Mais je vais imposer, si vous voulez venir faire affaire avec nous, des tarifs. » Voici ce qu'il a dit, entre autres, concernant le Canada et sur ses ressources naturelles. Ça sent bien, M. Trump est en train de signer un décret. Il est concentré. Il l'a fait hier, là, la scène du début de la semaine avec, assis à son bureau, signe des décrets, mais en présence des journalistes. Mais il regarde pas ce qu'il signe. Il semble prendre plaisir à l'exercice plutôt que de faire un point de presse où il est debout à un lutrin puis il répond aux journalistes. Il fait comme deux choses en même temps. Il signe des décrets, les journalistes sont là, puis il jase avec eux. La discussion devient semi-formelle. Oui. Il est très fier de sa signature. Pas le temps de le lire. Mais il signe gros. C'est sûr que... Il y a une calligraphie à son image. Tu sais qu'elle l'a dit au stade, l'amphithéâtre Capital One, l'amphithéâtre des Capitals de Washington. Tu dis, quand tu montes ta signature, mettons que t'es au Centre Bell, puis tu montes ta signature sur la glace, puis les gens la voient dans les sièges, dans les grilles, là, en haut, là, c'est parce que t'as une grosse police de signature. Voici d'ailleurs le président Trump suivi de la réaction de Justin Trudeau. We don't need their oil and gas. We have more than anybody. M. Trump a promis un boom économique, un âge d'or pour l'économie américaine dans les années à venir. Pour réussir à avoir un boom économique, ils vont avoir besoin de plus d'énergie, plus de minerais, incluant des minerais critiques. Ils vont avoir besoin de plus des choses que le Canada est actuellement en train de leur envoyer. Ouais. Mais ce que Trump dit, il y a un bout. Est-ce que les États-Unis ont absolument... Par exemple, prenons le pétrole. Est-ce qu'il pourrait produire avec son drill, baby drill, on va forer des nouveaux puits de pétrole? Est-ce qu'on pourrait se passer du Canada? Peut-être sur une période... mettons qu'ils s'en faisaient une obsession, les Américains. Peut-être que sur une échéance de 5 à 10 ans, mettons peut-être plus 10 ans que 5, ils pourraient dire, regarde, on se libère de cette, entre guillemets, dépendance au Canada. Maintenant, est-ce que c'est logique? Parce que Trump est tout dans l'esprit contraire au libre-échange. C'est l'idée du libre-échange, c'est de dire, moi, les États-Unis, là, je suis mieux, si j'ai des ressources libres, je suis mieux de libérer mes ressources pour faire de l'intelligence artificielle, puis tu comprends? Puis du pétrole, j'en fais moi-même, mais tu sais, je veux dire, mon voisin en a, là, puis il me l'avait à un prix raisonnable. Je veux dire, tu sais, c'est l'idée qu'en commerce... Je vais y acheter. Mais c'est l'idée qu'en commerce... m'a donné l'exemple... Puis je le ramenais hier au bulletin de nouvelles, je le ramenais aux fermes de l'ancien temps. Oui. Tu sais, aux fermes, les fermes dans le bon vieux temps au Québec, là, tout le monde avait tout. Mettons, on est deux voisins. Mon grand-père Dumont, c'est ça. Mon grand-père Dumont, là, il y avait 6 vaches, ou plus que ça, 9 vaches, puis 8 cochons, puis 10 poules. Puis une souris verte. Ben non, mais c'est parce qu'il fallait que tu fasses vivre ta famille, là. Oui. Fait que tu faisais tout. Mais là, au fil des années, on s'est dit, mais ça n'a pas de bon sens, parce que quand tu fais ça, t'as pas vraiment un poulailler, puis tu connais pas vraiment ça, les œufs, puis le lait, puis tout, tu peux pas tout connaître. Fait qu'aujourd'hui, t'as une ferme laitière, t'as une ferme de porc, puis là, dans ça, t'es spécialisé, tu fais de l'argent avec ça, puis avec ton argent, mais tu t'en achètes des... Tu sais, toi, t'es un producteur de porc, ben, tu vas acheter tes œufs. Ben oui. Et là, Trump veut nous ramener comme un peu à ça, de dire, ben là, dans chaque pays, chacun va faire ses affaires, comme un peu en autarcie, pour pas commercer avec le voisin. Parce que quand il dit... Mettons aux Européens. Vous voulez vendre vos produits en sol américain, amenez une usine chez nous. Ça peut avoir du bon sens, politique industrielle, amener des usines aux États-Unis. Est-ce que tu es au courant que les États-Unis vendent aussi aux Européens? Donc là, les Européens vont dire la même chose. Ils vont dire, OK, vous autres les Américains, si vous voulez nous vendre en Europe, vous allez installer des usines en Europe. Sinon, vous allez avoir... Fait que là, tout le monde doit se mettre à ouvrir des plus petites usines, moins efficaces.
Tu vois, c'est un appauvrissement pour la planète. Là. C'est un ralentissement de la prospérité générale, mais au nom du fait que chacun sur son territoire achète pas des affaires qui sont produites chez le voisin. Mais exact. C'est exactement le contraire du libre-échange. Là, quand Brian Mulroney, Ronald Reagan, leurs conseillers économiques ont dit on fait le libre-échange, ils se sont dit non, la vraie prospérité, c'est que chacun se spécialise, chacun fait ce qui est bon à faire, puis commerce avec l'autre, je te le vends, tu me le rachètes, puis ça, puis globalement, t'amènes une plus grande prospérité. Tout le monde gagne. Ben, le Trump nous ramène en arrière. C'est le bout là, qui se défend pas. Mais as-tu l'impression, par ces accusations là, à Davos envers le Canada, répéter ça sur la scène internationale, qu'il essaie de faire du Canada un peu un exemple? Alors qu'on est un allié précieux de longue date aux États-Unis. Oui, un peu. Mais je pense qu'on sous-estime que pendant 4 ans, là, lui, il était le paria, c'est Biden qui était au pouvoir, là, lui, il était devant les tribunaux, puis tout ça. Il est dans un esprit de vengeance totale. Et au Canada, là, on se moquait de... Tu sais, Justin Trudeau, tous les jours, disait Trump, c'est le mal incarné. Et si t'écoutes Fox News, là, t'as vraiment l'impression que Justin Trudeau... Puis le Canada, jusqu'à un certain point, Justin Trudeau, le premier ministre du Canada, t'as l'impression que c'est comme la joke. Là. C'est comme tu sais, à Fox News, depuis plusieurs années, il rit de Justin Trudeau, c'est la gauche, tu sais, la gauche qu'on veut pas voir. Mais je pense que Trump est peut-être plus imprégné de ça qu'on pense, là, que taper sur le Canada dans son électorat, c'est taper sur Justin Trudeau. C'est quasiment comme si c'est les démocrates. Là. C'est comme si le Canada, c'est une baudruche des démocrates, des woke, comme si le Canada... Je veux dire, là, présentement, si tu regardes les sondages, là, c'est plus les libéraux, c'est plus Justin Trudeau qui sont en avance, mais le Canada, comme personnage dans l'histoire de Trump, là, c'est une baudruche de la gauche qu'on veut démoniser. Mais là, je vais te dire une affaire, ça devient... Je sais pas, mettons, pour Justin Trudeau, pour le Canada, ou même pour Pierre Poilievre qui arrive, mettons, à Davos ou dans les futurs forums internationaux, si on demeure, nous autres, la baudruche sur laquelle, la piñata sur laquelle Trump cogne continuellement, qu'est-ce que ça va signifier comme que pour le Canada? Ça devient assez inquiétant. C'est dur à suivre aussi, je trouve, dans ce qu'il fait. C'est dur à suivre. Comment tu peux, mettons, t'es le citoyen canadien moyen, là, québécois ou ontarien, comment tu peux comprendre que hier à Davos, la Chine, ça, c'est un pays fiable et allié pour Trump, puis le Canada, c'est un ennemi avec lequel on entreprend la guerre. Comment tu peux comprendre ça à la lumière des 100 dernières années? C'est impossible à comprendre. Alexandre, on a parlé beaucoup des pertes d'emploi hier chez Amazon. Et là, il y a eu, en cours de soirée, toute une recherche, parce que le ministère de l'Emploi du Québec là, a pris conscience que des mises à pied chez Amazon amenaient d'autres mises à pied indirectes. Oui, parce qu'il y a des fournisseurs. Alors, quand on regarde les 7 entrepôts d'Amazon qui fermeront dans les prochaines semaines, ça, c'est 1700 emplois qui sont perdus. Alors, ça entraîne finalement 1500 mises à pied de plus dans toutes sortes d'entreprises qui étaient des fournisseurs d'Amazon. Alors, quand on additionne les deux, on frôle le 3500, essentiellement selon le ministère de l'Emploi et de la Solidarité sociale. Il y a toutes sortes de compagnies. Les plus touchées, je vous dirais que c'est CN-Côté Logistique et l'Alliance TS&S. Donc, ce sont les deux qui sont les plus touchés. Il y a des gestionnaires, des entrepreneurs indépendants, des employés des centres de livraison et des centres de tri aussi qui sont affectés par ces licenciements. Et parallèlement à tout ça, Mario, il y a François-Philippe Champagne, le ministre de l'Innovation, qui a écrit une lettre directement lui, à il a Amazon. levé le ton pour vrai, là, hein? Oui, il a demandé aux géants américains de reconsidérer sa décision dans l'immédiat en disant que la décision de fermer les 7 centres de distribution, ça va à l'encontre des valeurs de l'entreprise qui souhaitait entrer dans le marché canadien à cause de notre excellente main-d'œuvre. Il pense aussi que cette décision-là soulève des questions sur l'engagement d'Amazon envers le Canada. Très préoccupé par les licenciements massifs qui ont eu cours. Et selon M. Champagne, il n'est pas trop tard pour revenir en arrière, mais il va falloir revoir la relation commerciale qui existe entre le gouvernement du Canada et Amazon. Oui, parce qu'Amazon Web Services, on en discutait hier matin là, de cet autre service d'Amazon, mais qui est rendu bien plus payant que le commerce de détail, là, l'info nuagique. Donc, les clouds où les gouvernements, entre autres, vont enregistrer des données, vont stocker des données. Là, le Canada et le Québec sont des gros clients d'Amazon Web Services. 145 millions pour Ottawa, 100 millions pour Québec. Bon. Est-ce qu'on pourrait, par contre, ça a l'air facile de dire on pourrait mettre fin à ces contrats-là, sauf que là, on va où? Tes données sont toutes hébergées là.
les sortir. Là. C'est sûrement un transfert qui est faisable, mais à quel coût? Tu sais, une fois que tu t'es engagé, là, t'es comme un peu le bras dans le tordeur. Course à la direction du Parti libéral du Canada, mais c'était hier la date limite, donc on connaît maintenant ceux qui ont passé la barre, là, qui sont candidats officiellement. Et ils sont 7, donc, à avoir annoncé leurs intentions à temps. Ils sont sur la liste finale. Or, il y en a 2 qui se démarquent, bien sûr, Mark Carney, Chrystia Freeland. Puis quand on regarde les appuis aussi que chacun a récoltés, ça donne un peu la tendance, là. Dans le cas de Mark Carney, c'est probablement celui qui a eu le plus d'appuis importants dans le parti. Les ténors là, du parti, les ministres, que ce soit Mélanie Joly, Stephen Guilbeault, on parlait de François-Philippe Champagne tantôt, il devrait confirmer ça en fin de semaine à Shawinigan. Comté, Et pour ce qui est de Chrystia Freeland, elle en a quand même reçu certains, donc celui de Mark Holland, celui de Diane Leboutillier, mais il y a plusieurs de ses collègues du caucus qui lui ont tourné le dos pour aller appuyer Mark Carney. Très révélateur, selon toi? Oui, absolument. Ça parle de quelque chose. En fait, Mme Freeland, à mon avis, à l'heure actuelle, prend du retard. Là. C'est les derniers appuis de M. Carney peuvent quasiment laisser entendre qu'il est sur le bord de genre de course au leadership qui se termine par il n'y a même pas de deuxième tour. Là, qu'au premier tour, il y en a un qui ramasse tout de suite plus que 50% des votes des membres et qui s'échappe avec le ballon. Mais bon, il est trop tôt pour dire ça. On va avoir un reportage aujourd'hui sur les coulisses du blocage du pont Jacques-Cartier. Ça n'a pas l'air d'être si compliqué que ça, grimper dans le pont. Hein? Non. Puis ils sont organisés. Hein. Souvenez-vous, on était en onde tous les 3 lorsque c'est arrivé. Et c'est intéressant ce reportage de notre collègue de JE, Elisabeth Ménard, qui va nous amener ce soir, donc vendredi 20h à TVA, puis en rediffusion en fin de semaine, 13h et 19h samedi et dimanche à LCN, dans les coulisses de cette opération de désobéissance civile. Donc, l'équipe de JE a suivi les militants qui ont escaladé le pont Jacques-Cartier l'automne dernier. Et c'était un coup d'éclat qui était réglé au quart de tour. Quelle était la température, la vitesse du vent, à quelle heure le soleil se lève, relation avec les médias, sécurité. Rien n'était laissé au hasard le matin du 22 octobre dernier. C'était planifié des mois à l'avance, en petit comité. Ces gens-là ont même un budget légal pour pouvoir se défendre en justice. Ils sont restés 6 heures dans la structure du pont Jacques-Cartier. Les policiers avaient été critiqués aussi, d'ailleurs, pour la lenteur là, de l'opération. Les 2 grimpeurs, au bout de cette opération, ont finalement été arrêtés et accusés de méfaits d'entrave au travail des policiers. Ont été emprisonnés à leur grande dame, d'ailleurs. Ils s'étaient plaints de leurs conditions de détention, finalement remis en liberté. Et c'est fascinant de voir à quel point, par exemple, on a laissé un facteur de côté, c'est-à-dire l'opinion publique. On a oublié. Un petit détail. En faisant ça, là, on se rappelle plus pantoute de leur cause. La mission n'a pas été remplie. Là. Mais, tu sais, il y a un budget pour leur défense. Là. Oui. C'est curieux. L'argent, il est d'où, sais-tu? Ah, ça, c'est une très bonne question. C'est très curieux. On pourra poser la question à Félix Séguin tantôt. Il y a deux sources possibles. Soit que l'argent vient de donateurs qui partageraient leur cause, ou soit qu'ils sont liés à des groupes environnementaux qui reçoivent l'argent du gouvernement, puis que nous tous, les caves, on paye par la bande les frais juridiques de se faire écœurer. Ça serait bien le bout, hein? Bon, est-ce que Denis Villeneuve est content ou déçu de ses nominations aux Oscars? Je sais que son équipe a une réaction douce et amère à la fois. Parce que Denis Villeneuve et son film Dune, partie 2, quand même, récoltent 5 statuettes, entre autres pour la prestigieuse... 5 nominations. 5 nominations. Oui, 5 citations. Entre autres pour meilleur film, c'est quand même une catégorie prestigieuse, meilleur effet visuel, meilleur son, meilleure direction photo et meilleure direction artistique. Mais pas meilleure réalisation. C'est ça. C'est là où ça fait mal parce que il a été nommé dans les années passées, entre autres pour Arrival et Dune 1, d'être écarté cette fois-ci, ça fait mal. Ça a été la même chose aux Golden Globes aussi. Puis, les artisans qui travaillent avec lui sont déçus. J'ai parlé d'ailleurs avec Patrice Vermette. Lui, il est directeur artistique. Donc, c'est la 4e fois qu'il est nommé aux Oscars. Il était à Londres et il a accepté de me parler quand même hier, même s'il célébrait ces belles citations-là. Alors, voici comment il a reçu cette nouvelle-là hier matin. C'est comme une grosse vague d'amour à chaque fois qu'on reçoit. Le nombre de textos et de emails et de gens qui sont heureux pour ça, c'est assez hallucinant. Ça fait vraiment chaud au cœur. Là, c'est là que la course aussi va commencer pour eux. Là. Donc, c'est une espèce de campagne de séduction pour que les films remportent. Ils vont commencer à avoir un agenda plutôt chargé. Mais il m'a parlé de sa déception quant au fait que Denis Villeneuve est écarté cette année de la catégorie meilleur réalisateur.
je suis très déçu que Denis n'ait pas été nommé dans la catégorie de réalisation ni dans la catégorie de meilleur scénario adapté, parce que si, Denis n'était pas là à la tête de tout ça, comme le capitaine du bateau, celui qui nous inspire à tous les jours et qui est d'une générosité incroyable, on serait pas là, parce que notre travail, c'est lui qui nous inspire. C'est pour lui qu'on fait ça. C'est un peu plate. Dans les films qui se sont démarqués, Emilia Pérez, 13 citations, film non anglophone quand même, dont Le Brutaliste et Wicked, 10 citations, Conclave, 8. La plupart des films sont disponibles au cinéma ou en vidéo sur demande. Il y a Emilia Pérez qui est sur Netflix, sinon Dune est sur Crave. Donc, si vous voulez tranquillement visionner les films pour apprécier le gala du 2 mars au Dolby Theatre, c'est là, pour les 97e Oscars, 97e cérémonie des Oscars. Ce qui est intéressant, je trouve, dans les catégories meilleurs films, c'est que c'est beaucoup de films d'auteur. On sent une espèce d'ouverture et un changement de garde, je trouve, aux Oscars. Et le Canadien n'en avait pas une grosse dans le corps hier soir. Non, mais on peut pas toujours les remonter, les matchs. Là, hein? Martin Saint-Louis disait on s'est creusé un trou. Oui, on s'est creusé un trou. Un trou de 3 buts avant, finalement, un réveil en deuxième période de Kirby Dach à la toute fin de la deuxième période. Un trou de 2-0 plutôt. Et à ce moment-là, malgré un but de Caden Goulet à la mi-troisième période, c'était déjà trop tard. Donc, défaite de 4-2 du Canadien. Les chiffres des tirs au but racontent l'histoire du match un peu. Là, alors, les Red Wings ont tiré 45 fois. On lancé 45 fois sur le filet de Samuel Montembeault. En première période. Le Canadien n'était pas là du tout. Non. Là. Si bien que on se parle souvent du classement, ce qui est extrêmement serré dans l'Est. Alors, hier, il y avait des matchs importants. Boston a gagné. Les Rangers ont gagné. Si bien que le Canadien a glissé au classement. On est 11e en ce moment à 52 points. On est passé en 2 jours de 8e à 11e. Ouais. Et le 8e rang, Blue Jackets de Columbus. La bonne nouvelle, c'est qu'on est à 1 point des Blue Jackets. Et on remet ça samedi. Avec une victoire, il pourrait repasser 7e. Exact. De 11e à 7e. Oui. Non, mais c'est tellement serré. Donc, entre la 6e position et la 14e position, il y a 6 points d'écart. Donc, prochain match, samedi, on reçoit la visite des Devils du New Jersey.